Rebonjour tout le monde, je suis toujours avec Brian qui entre-temps a enlevé son pull, il fait chaud au SBG et on est là pour discuter de France, OK Warriors, 3 victoires, 0 défaite et petit clin d'œil comme ça, Belgique, le Zenketa, double champion du Octagone qui a gagné son combat en featherweight. Donc très très belle soirée hier pour le MMA franco-belge, on va dire. Mm, mm, mm. Alors malheureusement, que ce soit toi ou moi, on n'a pas encore eu le temps ni l'occasion d'apprécier la victoire de Lezen Keta. On fera ça certainement juste après, mais donc on voulait quand même faire un clin d'œil et lui dire félicitations pour sa victoire. Nous, on va se concentrer sur ce qu'on a vu. Toi, tu as vu ça dans le stade. Moi, j'ai vu ça au travers d'un écran et à un moment en commentant. C'est les trois très belles victoires Oh, françaises. ouais. Deux Euh, très belles, je dirais. Pardon, peu importe. ouais, on va y venir. On va peut-être travailler dans l'ordre chronologique. Donc, on Ouais, va commencer par Nicolas Leblanc. ouais. Leblond, j'ai confondu les noms. Nicolas Leblond, qu'on connaît évidemment très très bien. Victoire relativement expéditive. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir le combat ou tu l'as juste apprécié en live et non, that's non, it? je l'ai apprécié en live. Tu l'as apprécié en live et tu l'as pas revu Non. sur l'UFC Fight Pass. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale? Bon, j'imagine positif parce qu'il n'y a pas grand-chose de négatif à dire sur ce genre de sur ce genre de performance. Alors, qu'est-ce que j'en ai de positif ou de négatif, les deux? Bah, si tu as quelque chose de négatif, vas-y, mais je pense que la Non, non, plupart non. Bah écoute, de ce qu'on a à dire sera positif. écoute, moi j'attendais beaucoup ce combat-là. Pour moi, c'était un chouette match-up avec, je voyais vraiment, enfin, je pense que Nicolas était légèrement favori sur ce combat, avec des combats beaucoup plus engagés qu'il a pu avoir précédemment, plus de compétition, et Chaos Curtis, qui a fait quelques sorties, mais avec un peu moins de niveau en Angleterre. Mais ça reste Ryan Curtis, un gars qui s'entraîne au SBG, pas ici, hein, pas où je suis, mais un autre SBG, une succursale, une filiale. Ok. SBG, je sais plus quel. Mais en tout cas, Ryan Curtis, c'est vraiment un très bon combattant, assez complet. Il a fait des belles compétitions, mais je pense qu'il manquait un petit peu de, comment dire ça, de niveau en face dans ses dernières sorties. Mhm. Pour autant, comme on a pu le voir, Ryan Curtis est arrivé bien préparé parce que Nicolas Lebon est gaucher et il a commencé à sortir un petit arsenal anti-gaucher entre guillemets, tu vois. Donc en utilisant bien ses kicks, bien sa droite, il bossait relativement propre. Et au tout début, j'ai trouvé Nicolas Leblond avec moins de solutions debout, tu vois. Mhm. Euh, Moins de solutions debout. Il trouve l'ouverture pour mettre au sol. Et, euh, et puis voilà, quoi. Là, ça a commencé à chauffer pour Ryan Curtis, qui je pense a été un petit peu trop confiant dans la dangerosité au sol. Et, Mhm. euh, et puis c'est passé ce qui s'est passé, hein. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, il y a un problème, les gars. Non, il faut absolument aller voir parce que le finish est assez impressionnant. Hmm. Est-ce que tu sais juste filmer pour que ta tête soit plus haute parce que sinon, Voilà, c'est voilà. excuse-moi. Je laisserai ça je couperai pas ça au montage, mais Mhm. les gens, ils nous ont vu sur deux étages différents. Nicolas Leblond, alors petit point fun et intéressant à souligner, il a tenté deux fois la Parnasse. C'est pas passé. Ouais. Donc c'était marrant de voir cette technique française qui reste sur le sol français. Et puis ouais, pour moi le finish est très intéressant, hein, un peu opportuniste. Ouais, souvent hein, le Bulldog Show qui est assez opportuniste. Donc il prend la position, il a pas les crochets, il vient le finaliser en mode. Il y a quelqu'un qui sur Twitter qui a dit en mode serpillière. J'ai trouvé ça assez assez marrant parce que il avait le Bulldog et je pense que c'est la première fois que je vois un Bulldog où bah, tu tournes un peu comme si tu étais en mode anaconda, tu vois. Mhm, c'est vrai. C'était assez intéressant. En général, tu prends la position et tu tires. Et ici, il a utilisé un mouvement de rotation en plus pour aller obtenir son tap-out. Il n'y a Pour la pas eu de suite de tap-out. Nicolas, Il n'y a pas eu de oui, tap-out. Il est endormi, hein. pour forcer l'arbitre à. Mais je pense, alors Non. j'ai peut-être mal vu un tap-out avec le pied, mais l'arbitre ne le voit pas de toute façon. Pour moi, Euh, il fait dodo, hein, à la fin. Il fait de Ah dos, ouais. mais je pense qu'il y a eu un tap out. C'est juste que l'arbitre ne l'a pas vu, et Hmm. donc il y a eu un petit dodo quoi. Si tu regardes le ralenti, tu vois que
tout se relâche, hein, les muscles se relâchent, le bras Ouais. tombe, et donc c'est à ce moment-là qu'il intervient là. Non, et Hmm. donc ça faut le souligner, hein, sur ce genre de soumission. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. euh, une bonne soumission, normalement, enfin, faut être sûr que derrière ça dorme, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, donc c'était vraiment bien engagé sur le sanguin, et vraiment beau taf. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que son coin, je sais pas si on entendait le coin réellement dans, J'étais à la maison mais et je pense avoir regardé sans le son. Ouais, je regardais sans le dans la son. prise de dos, donc son coin demandait à passer les crochets, à s'installer, etc. C'est ce que moi j'aurais recommandé à 100% aussi, ce qui était très bien. Il prend, il réussit à passer le bras sous la gorge. Je pense que Chris Curtis était occupé à vouloir sortir ses crochets, parce que c'est très compliqué d'étrangler sans contrôle du dos. Et c'est là où il part sur le bulldog choke, quoi. Donc vraiment une superbe transition. Et puis bah, c'était trop tard, hein, franchement, je sais même pas comment il aurait pu défendre ça, Ryan Curtis. Non, mais ça c'est typiquement le genre de soumission où tu défends anticipativement. Ouais. Là, une fois que tu es dedans et que c'est pris, pas grand-chose à faire quand il reste autant de temps. S'il reste 7 secondes, tu peux dire, Mhm, ok, mhm, tu mhm. te la joues en mode survie, mais là, Ouais, ouais. c'était cuit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite pour Nicolas Leblond, parce que franchement, c'est un très bon profil. Les deux seules défaites qu'il a connues au Cage Warriors, c'est contre les anciens champions qui sont disputés plusieurs fois la ceinture, hein, Sam Creasy et Luke Shanks. Ouais, Euh, et puis Luke Shanks, regardez le combat, hein, si vous l'avez pas vu, c'était une guerre aussi. oh oui, ah ouais, c'était une grosse guerre, et donc ce serait pas mal de voir ça sur 5 rounds. J'ai plus suivi, mais c'est bien Luke Shanks, hein, qui a encore la ceinture là. Ouais, je Ah crois qu'il... non, 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 il l'a perdu, ah hein, non, maintenant, elle est pas en Italie, Lofran, elle va pas être Kaolan Loufran qui a la Ah ceinture, j'avais ouais, complètement bah, zappé ça. elle est redisputée en Italie, si je dis pas de Et bêtises, non? elle est redisputée le week-end prochain Ouais, contre Dylan Hazan. Ah bah ouais, quand on contre parlait Dylan Hazard. d'invincibilité dans l'autre vidéo, 7-0 contre 9-0. Hmm. Ça va être intéressant de suivre ça de près. Donc Nicolas, il a peut-être besoin d'une victoire supplémentaire avant d'aller challenger le titre. Bah, là, je pense que aux yeux du Cage Warrior, avec deux victoires de suite, il pourrait challenger pour la ceinture. Je pense que clairement, ils vont Ouais, vouloir sauf le. qu'une des deux victoires n'est pas au Cage Warriors. Ouais, mais ça, ils s'en fichent, ça. Ouais, c'est vrai. Ça, ils s'en fichent. Je pense qu'il pourrait le matcher contre un Italien qui combat la semaine prochaine aussi. Je Hmm. me rappelle plus son nom, qui s'entraîne au SBG et qui est plutôt très très bon. Je pense que ça pourrait. J'ai essayé de regarder ça en espérant que ce soit pas trop chiant de me voir en train de faire des recherches sur mon ordinateur en parallèle. C'est un nom qui finit par un I. Ah, mais attends, parce que Sur la qu'est-ce que je même. raconte? Dylan Hazan contre Kaolan Loufran, c'est pour la ceinture vacante bantamweight. Donc Ah Kaolan ouais. Loufran reste le champion flyweight. Ah purée. Et alors chez les flyweight, il y a un combat entre Michelangelo Lipoli contre Sam Creasy. C'est de celle dont tu parlais? Peut-être Ou alors Lupoli. tu parlais de Tanio Ah voilà, Pagliari. Pagliarico, Ouais. ouais, qui combat contre Gerardo Fani Mm. euh, Donc en je pensais flyweight. peut-être Tagno, mais Gérard Defani, il a signé aussi Un long contrat, ouais, un long en contrat, effet. donc ça pourrait être ça. En tout cas, je pense que ça sera un des 125 de la carte du week-end prochain. Mm, mm, C'est fort possible. Donc Nicolas va devoir regarder ça avec grande mm, attention. mm, mm, Et mm. d'ailleurs, Tanio, ouais, sa dernière victoire, c'était contre Benoît Blanc, dont on parlera bah, maintenant peut-être en fait. Une Bah très ouais, bonne transition. ouais. Ouais, Tanio Pagliarico, sa dernière victoire, c'est à la décision contre Benoît Blanc, qui lui a gagné hier sur un gros upset parce que Mandou était donné large favori dans ce combat. Large. Euh, il C'était me semble, ouais. c'était lent, c'était dur, hein. Enfin, Non? bah, Moi, c'est j'ai. Enfin, un contre 3, c'était moins 125, plus 240, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si c'est large, je pense pas. Je pense pas que ce soit ouais, large. c'est pas ultra large, mais c'est Il sur était la fin du favori, spectre modéré. il Ouais. était favori à un compte 2,5, tu vois. Ouais, mais en tout cas, ouais, quand t'es underdog comme ça et que tu gagnes deux fois ton combat sur la même soirée, c'est que t'as fait du bon taf, hein. Euh, C'était quoi ce bordel? non, non, faut être honnête, l'étranglement arrière n'y était pas. Clairement pas. Mhm.
Il n'était pas axé, sa tête était bien trop haut, il aurait pas tapé, il n'avait pas tapé. Il y a eu une grosse erreur d'arbitrage, très grosse erreur d'arbitrage. Euh, Ouais. Moi, j'étais assez choqué de voir ça. Je sais pas ce qui s'est En plus, c'est passé. Leon Roberts qui est quand même vachement expérimenté, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin voilà, je pense que et d'ailleurs, je pense comment il s'appelle. Benoît Blanc a pas trop Benoît? discuté, il a pas trop Non, discuté, il non. n'y a pas eu de tap-out. Et je pense que dans la position dans laquelle il était, moi je voyais l'autre sortir dans tous les cas. Par contre, Mhm. par contre, ben, dans un sens tant mieux parce que sa soumission d'après était bien plus jolie et À bien mort. plus highlight. C'est clair. Et franchement, en plus, sur la, t'as un peu ce côté sur la tournure du combat, tu vois, parce que t'as une histoire qui commençait à s'écrire. Mm, Pour ceux qui connaissent pas trop, ils voyaient Benoît Blanc qui prend le dos, qui travaille une soumission, l'arbitre qui arrête, t'as l'impression que c'est fini, ça reprend, le mec qui sort de son dos, ça reprend debout, il envoie quelques low kicks, donc Mandou envoie quelques low kicks intéressants, tu vois un Benoît Blanc qui sourit, mais tu sais très bien que ça lui fait pas du bien à sa jambe, et au final, bah, bonne lutte, hein, le Benoît, franchement, ouais. il a une lutte intéressante où il va bien chercher les singles et opportuniste sur son sol parce que comme tu Ah, dis, incroyable. Mm, mm, mm. son dart choke, Ouais. il prend un angle intéressant. Il y a plein de manières de finaliser le dart choke. Et la façon dont il a décidé de le finaliser, c'est un qui t'arrache la tête, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Écoute, pour revenir sur son combat, je pense qu'il s'est, ce serait un truc à lui demander ça, mais je pense qu'il s'est à moitié euh, foulé la cheville sur un Superman Punch. Donc Ah, il y a une sorte de Superman Punch là où il décale et après sa jambe elle était beaucoup moins stable. Il était ok. et oui oui et debout pour moi il était en train de l'autre prenait l'avantage. Mhm. Il rentre avec une single leg. L'entrée est rien d'exceptionnel, mais derrière, par contre, tu sens qu'il a une très très bonne expérience pour lutter, pour grappler. En tout cas, ça déroule bien. Et pour être à deux doigts de mettre deux soumissions dans le premier round, je pense qu'en grappling, il est très très bon. Ouais. Ouais, Pour- franchement, il m'a bien Mm, impressionné parce que, mm, comme tu le dis, il fait partie de ces combattants qui, pour l'instant en tout cas, hein, puisqu'il est jeune dans sa carrière, mm, mm. n'a pas des entrées en lutte qui sont exceptionnelles. Donc, c'est pas fait dans l'explosivité sur un timing incroyable qui te permet de facilement finaliser ton amené au sol. Mm. Mais par contre, une fois qu'il a pris son grip et qu'il a changé la structure du combat, qu'il a amené de la distance pied-point vers une Mhm. structure de grappling, là, enfin, ultra compétent, quoi. Donc, un nom à Mm, mm, suivre. Là, mm. il passe à Et 6 puis, victoires, 2 défaites, 2 victoires et de puis, suite. euh, et puis C'est une bien. belle énergie, hein. Très belle énergie, très souriant. Enfin, c'est Ouais, vraiment. Moi, ouais. enfin voilà, peut-être qu'il y en a qui aiment bien les combattants un peu taciturnes, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié l'énergie positive qu'il dégage, et avant le combat, et dans la victoire. C'était très agréable, très revivifiant. Mhm. Ouais, j'allais dire, tu vois, même si tu apprécies les combattants un peu genre bagarreurs, agressifs, stoïques, poker face, focus dans leur combat, c'est rafraîchissant de voir des mecs qui laissent transparaître le fait qu'ils kiffent être dans la cage. Tu vois, Mm, Benoît, il mm, était mm, mm, vraiment en mm. mode, même quand il encaisse des frappes, tu vois que c'est un sourire qui est pas provocateur, c'est un sourire genre, ouais, bah, je kiffe ça, c'est pour ça que je suis dans la cage aussi, je suis conscient que je vais prendre des coups et c'est une façon aussi de peut-être mettre un peu de respect sur ton adversaire, genre bien joué, tu vois. Mm. Et clairement, il a une attitude, il a une bonne, tu sens qu'il a une bonne énergie. C'est quelqu'un qui doit en dehors de la cage être naturellement sympathique. Et donc c'est effectivement revitalisant de voir ce genre Mm. d'attitude en plein milieu d'un combat qui était pourtant très engagé. Ouais, tout à fait. Et alors, on va passer à Morgan Charrière en main event qui a eu un combat de nouveau annulé. C'est abusé. Je sais pas comment décrire ça, mais le mec a que des combats annulés. Ouais, c'est Je vais, compliqué, hein. euh, je vais aller récupérer. J'ai juste envie de faire un peu l'historique des combats récents de. Allez, comment je peux retomber sur le. Bon, on va repartir. Voilà, cage horaire 153. Sur l'historique récent de la carrière de Morgan Charrière, c'est abusé le nombre de combats annulés. Donc, il arrive à l'UFC, il a ses 3 premiers combats. Ensuite, il devait combattre contre Darko Banovic. C'est annulé à cause du coronavirus, mais l'événement n'a pas été annulé. On se souvient que Morgan Charrière avait pris
ses billets d'avion pour aller beaucoup plus tôt que prévu à Londres pour s'assurer d'être sur place. Banovic n'a pas fait de même, combat annulé. Mm. Ensuite, il devait combattre contre Max Koga. Ça aurait été un très chouette combat, ça Mm. d'ailleurs. Annulé à cause d'un test positif au Covid dans le camp de Morgan, des entraîneurs, hein. Un des Ah oui, entraîneurs, je me c'était rappelle. ça. Ensuite, il gagne quand même la ceinture contre Perry Goodwin. Ensuite, il a sa Euh, Attends, décision. Perry Goodwin, c'était pas un last minute aussi? Il Je avait été pense. prévenu 3 semaines avant, tu te rappelles pas? Genre le mec qui devait. Ouais. Après, voilà, c'est un last minute, mais c'est pas Non, mais exagéré pour le Cage Warriors, quoi, un hein. last minute dans le sens, il y avait pas eu, il devait pas avoir un autre adversaire et Perry Goodwin a pris le combat 3 semaines avant, c'était pas ça? Ah, en tout Je cas, pense j'ai qu'il y pas avait un l'historique historique. ici sur, Il y avait un truc comme ça. sur Mm. Tapology. Là, c'est possible. Donc, ce serait encore un de plus. Ensuite, il a son combat contre Vicenic. Il y a une revanche immédiate qui était prévue contre Vicenic, Mm. qui se blesse. Donc, finalement, il combat contre Paul Hughes. Mm. Ensuite, il devait combattre contre Albert Diaz. C'est annulé parce que Diaz rate la pesée de manière assez conséquente. 2 kilos, ouais. Ensuite, il gagne pardon, contre Bazan. Ensuite, il devait combattre contre James Hendin, qui n'a Ouais. pas pu combattre à cause de raisons médicales. Mhm. Et là, cette semaine, il devait combattre contre Pedro Colman. C'est annulé à 5 jours. Et finalement, c'est un autre Pedro qui rentre dans la cage à un autre poids. C'était un catchweight à 150 lbs. Ah, Euh, c'était à 5 jours l'annulation? il me semble que Ouais, le si, changement a été c'était. annoncé Ah, début de cette semaine, hein. Donc, c'est hallucinant. Mm. vraiment tumultueux. La carrière récente de Morgan, c'est pas facile, hein. Je crois que Non, non, non. émotionnellement, c'est pas très simple. Donc là, bref, on va parler de ce qui s'est passé dans la cage. Il rentre dans le combat face à quelqu'un d'expérimenté qui affiche un bon palmarès, hein, 18 victoires, 4 défaites, qui a affronté des bons noms dans sa carrière, 4 qui a défaites. Il 12, était pas à 18-9? 18-4, il me semble. Ah, peut-être, je sais pas. 18-4. Mhm. 18-4. Donc maintenant, il est à 18-5. Il avait affronté des bons petits noms dans sa carrière, des palmarès assez intéressants sur son run récent, on va dire. Mhm. Euh, 12 victoires par soumission, 4 victoires par KO sur les 18 victoires, donc pas quelqu'un qui va souvent à la décision. Et un début de combat quand même très compliqué parce que très très tôt, il est face à une ceinture noire de Jiu-Jitsu qui lui prend le dos, alors que personne ne transpire. Qu'est-ce que tu as pensé au moment où ça s'est produit comme ça? Tu dis ouf, 50 secondes de combat, on a déjà une ceinture noire dans le dos de Morgan alors que ça transpire pas. Euh, Ouais. stress ou Bah, je t'avoue que moi, pour moi, c'était un mismatch complet, ce combat-là. Mhm. Tu vois, tu parlais de pas favori, favori, c'était -1000, hein. Donc, c'est même plus être favori, là, tu vois. Les codes Ah ouais, PAL, ok, tu vois, moins 1000 quoi. j'avais même pas vu ça. Ok. Euh, donc, non, non, j'étais plutôt genre, oh merde, il peut pas avoir autant de malchance, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce qu'il se fait pas non plus prendre le dos. Euh, il se fait un peu surprendre, tu vois. Il se fait un peu Ouais. surprendre par un gars qui est prévenu 5 jours à l'avance et je pense qui a prévu tout donner dans les premières minutes, qui nous sort un très beau retourné et puis une prise de dos. Enfin voilà. Et je pense qu'il a fait la bonne stratégie. Je pense qu'il a fait la bonne Ouais. stratégie d'attendre, de prendre aucun risque. Mais à ce moment-là, j'étais en train de me dire, putain, tu peux pas être malchanceux comme ça, quoi. C'est. Hmm. Enfin voilà, tu vois. Et, et il a été très patient jusqu'à avoir. Parce était bien engagé le triangle inversé après aussi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et Plus la menace de clé de bras. Enfin, tu vois, si tu sors du triangle, tu ah devais aussi penser à ton ouais. bras et tout. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que je disais pendant les commentaires. C'est que dans ce genre de situation, en fait, tu as deux options. Soit tu cherches à sortir pour ne plus être en danger, mais puisque tu cherches à sortir, tu crées du mouvement. Quand tu crées du mouvement, tu crées de l'espace. Et face à une ceinture noire, Hmm, bah, l'espace va pouvoir être exploité pour exactement. engager davantage la soumission, soit tu passes en mode survie en disant je ne bouge pas, je défends à Hmm, 200%. C'est l'autre qui doit bouger pour, c'est quoi le mot que je cherche? Pour se repositionner, ouais, pour tout à fait. pouvoir davantage menacer la soumission. Et là, clairement, c'est cette deuxième option qui était la plus judicieuse. Et évidemment, tu dois prendre cette option en mode quitte à perdre le round, Exactement. Donc clairement. ça a été Mm. pour moi vraiment euh, gros point positif de la part de Morgan, c'est accepter de perdre un premier round
sur un combat que je pense qu'il ne voyait pas du tout démarrer comme ça, mais vraiment pas. Donc mentalement, c'est un sport qui est, enfin voilà, hein, ça reste compliqué. Et je Mm. trouve qu'il a très très bien géré ce premier round à attendre, attendre, attendre. Il savait qu'il aurait deux autres rounds pour, il n'a pas eu besoin, hein, mais deux autres rounds pour l'emporter. Ouais. Et il réussit à sortir, il reste une minute, et puis bah, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression Mm. qu'il y a eu un petit peu, tu vois, le trop-plein qui est sorti comme ça, tu vois. La, Ouais, la, la frustration ouais. des annulations, la frustration d'être chopé pendant 4 minutes avec un gars dans ton dos et de te dire putain, faut arrêter les couilles, là, tu vois. Et Le Pedro Sousa, il a pris pour toutes les frustrations passées ouais, je de pense. Morgan, tu vois. Ça te fait penser, alors je suis désolé, je vais partir dans un trip pas croyable, mais ça te fait penser à ces meufs immatures avec lesquelles tu sortais quand tu étais gamin, qui te disaient rien quand les faisais chier, mais qui accumulaient, 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 et puis à un moment, elles allaient exploser sur toi parce que tu avais fait un tout petit truc, et en fait, tu prenais cher pour toutes les merdes que tu avais fait juste avant, mais desquelles elles n'avaient pas passé. Et là, c'est typiquement ça. Je te vois, tu réfléchis, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont eu des relations, qui ont encore des relations comme ça. Si vous êtes dans une relation comme ça, quittez-la. C'est le mec qui Euh, donne des conseils de couple. ouais, c'est Bref, clair. on est dimanche matin, je raconte n'importe quoi. Mais je pense clairement que Morgan, il devait être dans cette soumission en train de survivre. Et donc, quand tu es en mode survie, tu as le temps de réfléchir aussi. Il devait être là. Et James Dean, c'est son check médical et Vucenic qui se blesse pour mon rematch et Pedro Coleman qui peut pas combattre ici et lui qui me prend le dos. Et puis quand il est sorti, il a explosé. Mais il a fait ça avec une grande, tu sais, parce que quand tu laisses tes émotions te déborder en MMA, ça C'est pas peut être bon. très mauvais aussi. Mhm. Tu peux être complètement en mode instinctif et faire des grosses erreurs techniques. Ici, malgré l'énervement visible dans l'action de la dernière minute de ce round, il est resté très stable Ah oui, dans oui, son rien à ground and dire, hein. pound et Mhm. très efficace, très propre et quelle violence. C'était beau Ouais. à voir. Non, non, rien à dire là-dessus. C'était vraiment, vraiment un sale grand and pound, des sales coudes. Et c'était aussi agréable parce que je pense qu'en France, les combattants français sous-estiment un peu le travail de coude, tu vois. Mhm. Et c'est pas pour rien qu'un John Jones utilise autant ses coudes en grand and pound. Et là, il l'a fait merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Mhm. Clairement, clairement. Et il y a eu un autre combat sur la main card où les coudes ont été bien exploités au sol. Ouais, Mince, c'était qui Oban Elliott. non, Oban Elliott qui avait bien utilisé ça, non? je crois Si, pas. si, Non, bah, c'est une petite séquence. C'est une petite ah, peut-être. séquence. Non, parce qu'il y en a eu un dans les prélims qui a bien utilisé ses coudes aussi. Mais Ok. ouais. Bah, Oban Elliott, c'est juste parce que voilà, je dis il l'utilise bien parce qu'il y a une petite séquence dans le premier round où c'est au sol et il en envoie deux, Hmm. dont le deuxième ouvre Ah oui, oui. son adversaire sur le haut du nez. Hmm, Et hmm, hmm. bon, pas que ça a changé toute la tournure du combat, mais c'était un des éléments marquants du combat. C'était Ouais. une des frappes les plus significatives. Hmm. Et ici pour Morgan, même si on n'a pas vu grand chose debout, je trouve que je sais pas comment exprimer ça, mais son attitude debout, sa façon de bouger, sa façon de changer les niveaux, de feinter, Hmm. c'était quelque chose de nouveau dans son jeu. Et moi, c'est quelque chose que je lui avais reproché par le passé. Enfin, reprocher, c'est un grand mot, mais euh, j'avais dit que voilà, il perdait pas mal de décisions serrées, et c'était notamment parce que, comme j'ai reproché à Song Yadong, il n'y avait pas de variété, de cadence dans son Hmm. jeu. Que quand il envoyait à 100%, et que du coup, son volume de jeu visuelle était très basse. Il envoyait pas beaucoup de frappes et quand il envoyait c'était pour toucher. Donc je pense qu'il avait un haut taux de touche. Il touchait, enfin, il avait un bon taux de précision, mais ça manquait un peu de d'activité Hmm. visuelle, d'informations envoyées à son adversaire. Et ici sur les premières 45 secondes où le combat est debout, je trouve que il bouge bien. Tu vois, il est léger sur ses appuis, il varie les niveaux, il feinte, il observe son adversaire et ça c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va, selon moi, vachement améliorer son jeu. J'étais très content sur le début de combat. J'étais là, je ouh, c'est une nouvelle version de Morgan ça. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Et physiquement aussi, j'ai trouvé qu'il me paraissait vraiment bien plus affûté, bien plus... physiquement, je le trouvais très très bien aussi. Alors que ça fait partie Mm. de ses grandes forces, tu vois, déjà d'avant. Et là, j'ai eu l'impression qu'il Ouais. était encore plus tracé qu'avant, tu vois.
Ouais, parce qu'il Donc c'est il était pris en charge par Rémi Physiosport, là. Je sais plus son nom de famille, mais il est connu sous ce blaze et ouais. c'est un des meilleurs en France. Donc, ouais, Oui, c'est mais ça intéressant qu'il fait. arrive encore à s'améliorer en étant aux États-Unis. Mais j'aimerais savoir il a un peu changé sa nutrition ou quelque chose. Je pense que Mhm. sur les exercices, c'est resté un peu similaire, mais j'ai l'impression que, ouais, peut-être qu'il a changé un peu sur sa nutrition. En tout cas, j'ai, euh, ou alors les entraînements qu'il a eu aux États-Unis, je sais pas. Mais je trouvais que physiquement, il me paraissait plus stock, Eh ben, mieux c'est très physiquement. simple. Étant donné qu'il y a des questions qu'on se pose, je vais lui envoyer un message après le podcast pour lui demander une interview d'après-victoire, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Tu demanderas ça s'il a changé quelque chose physiquement. Mais en tout cas, comme tu dis, je pense que c'est une victoire qui va bien le remettre sur les rails. Euh, Mhm. je pense qu'il y a eu pas mal de changements. Il en a parlé dans ton interview, là, de partir aux États-Unis. Ouais, Euh, ça va être aussi des questions que tu pourras lui poser sur le management, etc. Comment ça se passe maintenant. ouais, ouais, ouais. Et Bah, déjà, on a vu dans son coin qu'il a gardé son coin du NR Fight, hein. Il y avait ouais, Johnny Frachet, ouais, ouais, ouais. Philipponi et Leblond qui étaient tous les trois présents Mm, dans mm, son coin. Donc, et c'est totalement logique parce que je pense que Johnny Frachet est un des noms dont on parle pas assez en France. C'est un très très bon coach. mm, Quand je commentais le RS, chaque fois qu'il avait des combattants, je trouve que les instructions qu'il donne sont très claires, très mm, mm, concises, mm, mm, mm. très pertinentes. Euh, ouais, c'est bon à voir que Morgan, même s'il a fait une immersion aux États-Unis, il est encore avec en tout cas son équipe de coaching en termes de management. J'ai aucune idée de ce qui se passe, Mm. mais mais c'est chouette à voir. Mais ouais. Et donc je pense que, en tout cas, moi j'ai hâte de le revoir combattre dans un Mhm. combat un peu plus équilibré, tu vois. Et il Ouais. aura un peu plus d'espace pour exprimer, nous montrer son évolution, tu vois, en striking, en lutte, tous Ouais. ces Alors moi, éléments. j'ai eu une envie hier en commentant l'événement. C'est évidemment le combat juste après le co-main event Tobias Harila. Mhm, Euh, Alors, bon, Tobias, évidemment, c'est pas quelqu'un qui te laisse beaucoup d'espace pour t'exprimer, mais ce serait un vachement beau combat contre Morgan. De toute façon, t'es au Cage Warriors, t'es en featherweight, c'est une division ouais. compliquée. Quoi qu'il arrive, tu vas prendre des noms difficiles. Je pense que Tobias Harila contre Morgan Charrière pour définir le prochain challenger au titre, ça aurait du sens. Parce que là, on a Mm, Paul mm, Hughes mm. qui est champion, qui va, à Et mon avis, a une victoire de signer à l'UFC. euh, je me demande s'il va pas challenger pour la double ceinture, hein. Il parlait de ça hier, hein. Contre Ismaki. Non, 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 non. non, je suis bête, featherweight, donc Hardwick. lightweight. Hardwick. Oh, 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 quel combat. Mm, 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 mm. Ouais, je pense que ça va être Oh, waouh. compliqué la différence de poids, mais je me demande si c'est pas ce qu'il souhaite faire. Ah ben, s'ils font ça, c'est pas impossible parce que, ouais, on en a déjà discuté. Le marketing te fait avancer dans le MMA. Ouais, c'est clair. S'ils font ça, c'est pas impossible que du coup ils fassent une ceinture intérim et qui mettrait la revanche ultra attendue entre Vicenic et Morgan Charrière. Ce serait aussi une très chouette option. Donc là, ça serait logique qu'ils mettent Tobias Harila, qui revient d'une victoire. Tobias, c'est vraiment, si vous aimez, c'est vraiment un phénomène. Moi, j'aime vraiment bien regarder ses combats. Ouais. Hier, Et c'était très chouette, hein, son combat. moi, j'avais annoncé à Sven qu'il allait gagner par KO, tu vois. Et c'est ce qui Hmm. s'est passé. J'ai eu un peu peur pour lui, mais il s'est Ouais, passé ouais, comme ça. ouais, ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il perd le premier round avec un Shelly qui était très bien préparé. Ça m'étonne pas, hein. Il s'entraîne chez Chris Fields qui vient toujours avec des très très bonnes stratégies. Euh, Deuxième round, on voit un Harila qui clairement trouve son chemin vers la victoire, qui trouve ses ouvertures, surtout sur ses crochets au corps, les Mm, low kicks qui passent. Et puis il se précipite sur un coude surengagé, manque de mm, lucidité, mm, clairement. À cause de ça, il perd le round. mm, Et donc dans le troisième, il doit finaliser. mm. Et, ouais, et sa pression enfin, Ouais, son non, adversaire a c'était succombé à sa trop. pression. C'était Clairement, trop. il est tombé parce que c'était trop. Mm, mm, Exactement, mm, c'était mm. trop. Et pouvoir gagner contre Harila, et c'est là où on revient, on va peut-être faire un full circle, où on revient sur William Gomis. Ouais. Donc pour info, on avait dit dans notre podcast que l'un des combats de référence selon nous de William Gomis, c'était sa victoire contre Tobias Harila. Pour tous ceux qui ont regardé le Cage Warriors hier, vous voyez à quoi ressemble
Tobias Harila, vous voyez à quoi ça ressemble de devoir combattre contre lui. Et quand on voit que William Gomis a géré ce combat, mais avec une telle qualité, c'est clairement propre. Et donc, ouais, cette division featherweight au Cage Warriors est historiquement intéressante, mais aujourd'hui, ils ont tellement de gros noms parce que on parle de Tobias Harila, on a parlé de Vucenic, on parle de Morgan, on a parlé évidemment de Paul Hughes. On en oublie qu'il y a le petit frère Hardwick qui traîne dans cette division. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, le niveau. Non, c'est vraiment, c'est vraiment très très élevé. Je pense que c'est, voilà, là je vais le dire haut et fort, la division featherweight Cage Warriors, c'est la plus grosse division européenne. Tu peux discuter dans d'autres divisions, le KSW est peut-être meilleur et ce genre de trucs, mais featherweight Cage Warriors, c'est là où ils ont la meilleure division. Ouais. Et mince, pardon, attends. Ouais. Parce que je me rends compte qu'en disant ça, je sais que les gens vont nous tomber dessus. C'est pas du tout une attaque envers Saladin. C'est pas du. Ouais, le KSW, featherweight, c'est très très bon aussi, mais je sais que les gens vont me retomber dessus. C'est un truc de dingue. On peut plus rien dire quand on est sur Internet. Non, mais c'est bon. Je souligne juste le niveau qu'il y a au Cage Warriors. C'est pas du tout une attaque dirigée. J'ai énormément de respect pour Saladin Parnasse. Je kiffe ce mec-là, donc. Et maintenant, il est en lightweight en plus. Merci, ça me sauve. Il est en lightweight, il va challenger Marianne au Coliseum. Ça va être incroyable. Ouais. Et puis là, on parle d'une division. Hein. Ça veut dire que, voilà, hein, c'est pas de savoir si le champion de la division est meilleur que le champion d'une autre organisation. C'est la division, donc le nombre de combattants qu'il y a dedans et leur qualité, c'est assez impressionnant, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ah non, là, mais Tobias Harila, par contre, pour en venir à Tobias Harila, tu sais, je te disais que j'aimerais le voir avec un peu plus d'espace pour nous montrer un peu sa progression, mais clairement contre Tobias Harila, je veux le voir bosser stratégiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, t'as pas le choix. Je veux le voir l'emporter par patience, être stratégique, trouver le chemin vers la victoire, s'imposer, même si à la décision, ça va vraiment me conforter dans la suite, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Parce qu'en fait, contre Tobias Harila, tu as deux choix. Soit tu pars à la guerre avec lui et tu rentres dans son jeu, où lui est probablement plus expérimenté. C'est le genre de truc que... imagine Hardwick contre Harila. C'est possible qu'il fasse ça. Ce serait une de ces guerres. Ce serait une de ces guerres. Donc, soit tu pars à la guerre contre lui, soit tu te la joues un peu comme William Gomis ou comme Shelley a voulu faire hier, où tu te la joues stratégique à distance et quand tu es vraiment sous pression, tu cherches à l'amener au sol. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est le genre de combat qui donnerait beaucoup d'indicateurs par rapport à la suite de la carrière de son adversaire. Si c'est Morgan, voilà, ça donnerait beaucoup de réponses pour la suite pour Morgan. Brian, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais, merci à tous. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour soutenir la chaîne, l'abonnement pour faire monter les chiffres. C'est un bon ego boost. Et profitez-en pour aller donner de la force à nos combattants, pour ceux qui ne les suivent pas sur les réseaux, notamment Nicolas. Donc, si vous le cherchez, c'est Leblond, petit trait en bas, MMA. Benoît Blanc, vous allez aussi le trouver. Vous allez juste les suivre, c'est suffisant, ça va leur donner un peu de force pour la suite. Ils ont besoin de visibilité, surtout qu'ils combattent dans des organisations étrangères, donc ils représentent la France à l'étranger, ils représentent le niveau français, et ils ont besoin de ça, quoi. C'est Benoît _Blanc _Crazyfowl pour le suivre sur Instagram. Et Morgan _Chapa pour Morgan Charrière. Je pense que si vous le suivez, Morgan. Bon. Eh ben, merci. Un très bon dimanche à toi. Profite bien de la suite de ton camp OSBG. Merci. On se retrouve mardi pour analyser, ou une double analyse, Cerudo contre Sterling et Belal contre Burns. Ça va être chouette à faire, ça. Top. Allez, bon dimanche à tous. Bon dimanche à toi, Chris. Bon dimanche. Ciao. Ciao.